là là, on a été gâtés ce soir dans cette soirée de National League. Il s'en est passé des choses dans les 4 rencontres qui étaient au programme ce soir. On est avec Freddy Bobillier à la Beer Bomb, Stéphane Rochette. On va tout vous résumer ça dans la prochaine heure qui arrive. Mais c'est vrai qu'il faut rendre d'abord un hommage particulier. On en aura une discussion dans ce back-check. Un joueur qui est entré dans l'histoire de son club, c'est Julien Sprunger qui ce soir a été l'auteur d'un but, d'un assist et qui dépasse un certain Slava Bikov parmi le meilleur compteur du club. Voici le dernier but de cette rencontre, gagné 5-0 par Fribourg-Gotteron et marqué par Sprunger. On y reviendra dans quelques minutes à ce record de Julien Sprunger. Vraiment tout content aussi de marquer ce but. Il a toujours dit que les records et tout ça, il y pensera peut-être plus tard, mais sur le moment, la satisfaction était quand même là. Allez, on récapitule ce qu'il s'est passé dans ces matchs de ce soir et on commence peut-être par l'affiche où il n'y avait pas de club roman impliqué avec Zurich contre Davos pour lancer les débats et les discussions dans ce back-check. Une équipe de Zurich qui n'avait plus joué depuis le 30 novembre, qui sortait de quarantaine, qui avait 9 malades ce soir, messieurs, dames, et qui a gagné largement face à une équipe de Davos, vraiment aux abonnés absents en ce moment. Et un homme a surtout marqué de son empreinte cette rencontre. Regardez de qui il s'agit parce qu'il est appliqué sur toutes les réussites, j'ai bien dit toutes les réussites de son équipe. Ça commence avec le festival du casque jaune, c'est Denis Hollenstein, la première passe. Et le but de Gehring, tout un match, Freddy, de Denis Hollenstein ce soir. Oui, c'est assez exceptionnel pour le relever, faire 5 points dans un match. Donc il va prendre assez facilement le lead des meilleurs compteurs de la National League. Denis Hollenstein qui connaît une meilleure saison cette année que la saison dernière où il était un peu en retrait par rapport à d'autres stars. Mais on a vu là une magnifique passe qu'il a faite à Gehring qui a très bien déjoué le portier davosien. Prassel pour l'assist à Hollenstein qui va pour son deuxième point de la soirée. Mais là, on voit déjà, Alain, j'ai envie de dire, les lacunes, on va dire, répétitives soir après soir de Davos au niveau défensif. Ouais, c'est clair, Davos, c'est quasiment des portes ouvertes à chaque match bientôt. Puis même les gardiens, ils paraissent mal. Donc c'était un match assez facile pour Zurich. Ouais, c'est le cas de le dire parce qu'avant même la fin de la première sirène, Stéphane, c'est 3-0. Le lancer d'Hollenstein, Kruger qui récupère, Davos n'y est plus. Et ça, c'est une longue sortie de zone côté opposé. Regardez, il vise expressément la jambière extérieure pour le rebond. Là. Ça, c'est pas du hasard. Il sait très bien ce qu'il fait. Rebond parfait, Hollenstein qui donne un long rebond. Difficile à contrôler dans cet angle-là pour le gardien, à courte distance, sur la glace. Et Hollenstein, ce soir, il y a tout qui lui souriait. C'est le deuxième match cette année où il cartonne. Il y avait un match de 4 buts en début de saison. Ce soir, 3 goals, 2 assists. Et moi, je me pose la question, on se posait la question avec Alain, il y a un problème avec Maillère là-bas, parce que Maillère, on a été le chercher, un gros contrat, on lui a signé un énorme contrat, Maillère. On aurait pu penser que ce serait l'incontestable gardien numéro 1. Il a eu une très bonne saison l'année passée à Genève, mais le coach lui fait la rotation. Et là, ce soir, tu prends des buts d'entrée, tu ne changes pas de gardien. Maillère est sur le banc, un des gros gardiens de notre championnat. Tu laisses Schliemann dans la cage. Schliemann s'en est pris entre les jambes. Il s'est fait déjouer assez facilement sur le premier. Même si ce n'est pas de sa faute, tu changes de momentum. Bah, il l'a fait en plus dimanche contre Fribourg. Après 3-0, je crois, il a sorti Schliemann pour rentrer Meyer. Puis aujourd'hui... Il repart avec Schliemann ce soir. Et puis Schliemann, c'est pas 100% de sa faute, mais il ne fait pas non plus des gros arrêts. Puis Meyer est sur le banc, il ne rentre même pas. Moi, j'aurais pensé plutôt qu'il allait rentrer ce soir avec Meyer. On l'a lancé dimanche, je me suis dit ce soir, il y a Zurich qui fait jouer Meyer. Mais... Du moment qu'il part avec Schliemann, si 2 matchs consécutifs, il le retire après 3 buts encaissés, est-ce que ça ne va pas complètement plomber le moral de Schliemann également et puis le mettre dans ses petits choses? La question est pourquoi il n'a pas commencé avec Meyer? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est vraiment à 100% Meyer ou bien il le préserve pour la Coupe Spengler? Ah non, il n'y a pas de Coupe Spengler. Un peu d'humour, cette période. Non, mais bon, on peut se poser la question des gardiens, messieurs, on est d'accord. Mais la défense davosienne en ce moment, c'est quoi? C'est un Emmental. Il y a des énormes trous à répétition, Stéphane. Chaque soir, est-ce qu'il y a vraiment un système de jeu défensif? Offensivement, ça fonctionne plutôt encore bien, on va dire. Il y a du talent offensif. Alors défensivement, où on est?
Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion déjà? C'est la question que je pose parce qu'on est complètement désorganisé du côté de Davos. Turunen est absent, mais disons qu'il n'y a pas une grosse saison. On peut se poser beaucoup de questions à Davos. Moi, il y a 2 joueurs qui m'interpellent. Je pense que Lindgren est un excellent joueur de hockey, messieurs. Depuis le début de l'année, 13 matchs. Avec le match de ce soir, ça va faire 13 matchs, 6 petits points, un différentiel de moins 12. Aaron Paluja, l'étranger qui a été blessé, 8 matchs, il a fait ses points, 5-6 points, moins 6. Donc, il y a quelque chose, il y a des joueurs qui ne s'engagent pas défensivement. Et Lindgren, on avait parlé de lui comme un des meilleurs attaquants défensifs de notre pays il y a quelques années, on s'en rappelle. Alors, il y a quand même une désorganisation défensive qui interpelle. L'autre chose qui interpelle, c'est qu'on a un meilleur marqueur, c'est Andrés Ambul. Il est bon, Ambul, il est spectaculaire, je l'aime bien, mais il a 37 ans. C'est lui le leader à l'attaque de cette équipe-là. Quand il ne produit pas, il ne se passe rien. Donc, voilà. Et défensivement, ça fait dur, c'est horrible. J'ai une autre théorie, moi, un petit peu là-dessus. Des bruits de couloir me disent qu'il y a problème dans le vestiaire. Parce que vous savez, on a parlé des coupures de salaire en début d'année. Tous les clubs sont allés d'annonces les joueurs qui renoncent une partie de leur salaire, etc. On a annoncé ça à Davos sans dévoiler le montant, le pourcentage. Il y a beaucoup de joueurs qui ont refusé. Et ce n'est pas réglé. Comme à Lausanne. Pardon? Comme à Lausanne. Comme à Lausanne. Certains joueurs ont refusé, la plupart des joueurs. Donc, on parle de Lausanne, mais à Lugano, il y a des joueurs qui ont refusé, qui ont pris les avocats. À Davos, c'est la même chose. Et ça crée, semble-t-il, des problèmes dans le vestiaire. Bruits de couloir qui sont fondés parce que c'est plusieurs sources. Ça peut être des tensions. On va dire que le coach Volven se serait bien passé, Freddy, forcément. Forcément, en tout cas l'année dernière, tout le monde encensait Davos qui a fait un bon championnat, une belle surprise avec un nouvel entraîneur post-Del Curto. Et puis cette année, difficulté de confirmation avec tous ces éléments qu'on ne maîtrise peut-être pas. Nous, on voit le jeu sur la glace et après, il y a des histoires que certains spécialistes peuvent entendre ou connaître et puis qui arrivent jusque-là. Et ça, plus d'autres choses. C'était le premier match aussi sans Taunton. Ils ont peut-être bu un verre de champagne hier soir pour fêter son départ. Et puis, ça explique cela. Non, mais je ne pense pas que du côté de Davos, la situation est au champagne. Moi, on m'a parlé de les rapports que j'ai sur Davos. Quand je parle à des gens de hockey, je me dis, qu'est-ce qui se passe à Davos? Ils me disent, Stéphane, il ne travaille pas. Travaille pas assez. Pour être bon défensivement, il faut que tu travailles. C'est stop and start. C'est un travail de merde à faire. Hein, le hockey de jeu défensif, c'est compliqué. C'est pas une question de talent, le défensif. C'est vraiment une question d'envie, puis de volonté, d'organisation, de réactivité, etc. Puis on me dit que du côté de Davos, l'envie n'y est pas tous les soirs chez plusieurs joueurs. Ouais, l'envie n'y était pas dans la première période. On s'était quitté sur le 3-0. Pourtant, la période intermédiaire va quand même être dominée par Davos, qui va pouvoir tout d'abord réduire le score juste avant la demi-heure de jeu, avec Frener là, qui s'en va seul battre le gardien Ludovic Weber pour la réduction du score, qui sera finalement l'unique but, avec un Simic là, qui s'en mêle un petit peu les pinceaux et qui permet à Frener d'aller seul. C'était bien le seul sursaut d'orgueil, Freddy, de cette équipe de Davos ce soir. Oui, effectivement, là, et c'est même pas Davos qui a créé une occasion offensive, c'est une erreur assez flagrante quand même de Simic à la ligne bleue, mais bon, ça arrive même au meilleur. Mais il faut dire aussi du côté de Zurich, moi j'aimerais relever aussi que du côté de Zurich, Weber fait une super saison et puis il saisit bien sa chance et régulièrement Zurich emporte l'enjeu quand il est dans les buts. Il avait connu un super début de saison, Stéphane en se souvient, après quelques matchs compliqués. Et là, il reprend un petit peu le relais de Flueller et ça va un petit peu mieux pour lui. Ça va un petit peu mieux pour lui. Ce soir, Zurich joue avec 18 joueurs seulement. Faites à noter, on a le droit à 20 sur la feuille de match. On a vu Berne jouer à 18 joueurs l'année passée quelques fois, mais c'est rare. 19, ça arrive. 18, c'est relativement rare. Et on a rappelé Simic, qui a été envoyé en Swiss League depuis sa possible signature du côté de Davos, de l'annonce de la signature du côté de Davos. Et puis ce soir, on a joué avec 6 défenseurs, dont 2 défenseurs de Swiss League, Kappel et Axel Andersen, un petit gars de Lausanne. Et on a essentiellement tourné à 4 défenseurs. Le temps de glace est astronomique des 4 défenseurs, largement au-dessus de 20 minutes, 20-25 minutes pour les 4 défenseurs. On a annoncé 9 malades. Il n'y a quand même pas Garetro, il n'y avait pas Bodenman, il y avait d'autres absents ce soir dans les rangs des ZST Lions, qui ne les a pas privés d'aller alourdir le score dans la 3e période avec la fin du festival de Denis Hollenstein, qui va y aller finalement du 4-1 et du 5-1 pour aller marquer son triplé à la Virbaum et son 5e point de la soirée. Ça, c'est le 4e. Il y a le 5e qui suit derrière. Enfin, voilà. Pas de Garetro ce soir. La lumière était sur Hollenstein. Ouais, effectivement. Puis en plus, ce soir, quand on dit que
tout tourne pour Hollenstein, c'est vraiment ça. On voit sur ce but-là, il shoot, le gardien donne le rebond, ça tape le défenseur de Davos pour que ça rentre. Mais ce qu'il faut noter en plus de ça, c'est qu'il fait ses 5 points ce soir en jouant que 14 minutes. Ouais. C'est pas qu'il a eu un temps de jeu de 20 minutes ou comme ça. Donc c'est énorme faire 5 points en 14 minutes. C'est toi 55. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Il y a plus 5 dans ce match-là. Bon, on relève la qualité de Denis Hollenstein ce soir. On se quitte avec ces dernières images. On revient en studio pour aborder la deuxième thématique de cette soirée avec la rencontre entre Langnau et Fribourg-Gotteron. Là aussi, si on a eu le festival de Denis Hollenstein, il y a un joueur qui est rentré dans l'histoire, mais ça, on le garde pour dans quelques instants encore. On vous fait un petit peu languir. On va récapituler dans l'ordre ce qu'il s'est passé du côté de Lille-Fils ce soir où, Freddy Bobillier, j'ai envie de dire que Fribourg a été très sérieux, a su marquer en premier face à Langnau et ensuite a très bien pu maîtriser sa rencontre ce soir. Et pourtant, on sait que c'est difficile d'aller jouer à Lille-Fils. Donc là, vraiment, Fribourg-Gotteron a bien maîtrisé son sujet, comme il l'avait déjà fait une fois ce week-end face à Langnau, si je ne fais erreur. Et puis là, tout le monde vraiment y a participé. On voit même ici bon relais de Gunderson avec Di Domenico. Et puis Fribourg-Gotteron qui a été solide autour d'un Connor Hughes qui a connu un blanchissage. Ouais, Ricard Franson, là, time-out, demandé assez rapidement dans le match. Pas vraiment satisfait de la prestation de son équipe ce soir. Il n'a pas hésité à le dire à ses joueurs. On reste calme d'apparence à la Beerbaum, mais ça n'a pas servi derrière à son équipe qui va continuer de couler gentiment dans cette rencontre. Fribourg les a battus 4-1 il y a quelques jours. Récidive ce soir avec la suite de cette rencontre. La Stolberg pour Bikov, ça fait 2-0. C'était même pas encore la fin de la première période. Oh, c'est assez rare de voir un entraîneur qui prend un time-out comme ça rapidement, à 1-0 en plus. Je crois qu'il n'était vraiment pas content de ce qu'il voyait. Après, je trouve que Fribourg, cette année, une chose qui est marquante, c'est que les matchs qu'ils doivent gagner, ils font les matchs qu'ils doivent faire, quoi. Contrairement peut-être dans le passé, où des fois ces matchs un peu faciles, ils les perdaient contre Rapperswil, contre Langnau, ça perdait des points et tout ça. Cette année, pour l'instant, à part à Rapperswil, il y a eu un mauvais pas, c'est totalité des points pris pour Fribourg, quoi. La prochaine situation, Stéphane, elle va être pour toi parce qu'il s'agit d'une charge qui a amené à une pénalité de 2 + 10 minutes contre Pascal Berger. Donc on va la remontrer sur Julia Sprunger qui valait peut-être un petit peu plus. Ton avis là-dessus? Un coup de coude au visage de Sprunger. Ouais, c'est pas très joli. Il sait exactement ce qu'il fait en passant. Puis Julien est grand, donc il ne peut pas dire qu'il l'a touché au passage. Si c'est David Desharnais, tu peux toujours dire que voilà. Mais là, lui, il l'a reçu directement sur le menton. On va le voir en grand ici. Oh, je n'aime pas. Non, c'est pas joli. C'est pas joli. Pascal Berger, qui n'a pas une mauvaise réputation, mais qui est capable de donner des coups comme ça de temps en temps. On le sait. On a déjà vu un Tristan Beauclair péter un plomb avec lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, je ne l'aime pas. Ça valait plus, Freddy? Ça valait plus? Pour l'arbitre, sur le... Je pense pas que ça vaille plus, mais le geste est désagréable, ça peut valoir plus. Je ne sais pas, par contre, si sur la base de ce genre d'image, on peut lui infliger une amende supplémentaire ou quelque chose, mais c'est vrai que ça va être ce genre de gestes gratuits doivent être sanctionnés, et puis le seul moyen de rendre les gens sensibles à ça, c'est de toucher au porte-monnaie, quoi. Un 2 + 10, c'est sanctionne pour des simulations, des fois, qui sont limites, comme il y a eu Nico, deux simulations limites. J'estime que ça, c'est gratuit, quoi. Ça, c'est méchant. On a pénalisé facilement cette année pour les coups à la tête, les coups de poing à la tête, les gars qui viennent comme ça. On a vu un joueur de Lugano se faire suspendre, de Ambry se faire suspendre pour un geste contre Praplan. Donc, on est court, on a la mèche courte cette année au niveau de la Ligue pour les coups à la tête. Moi, de toute façon, tous les 2 + 10 sont revus systématiquement. Ouais. Les 2 + 10, donc ça sera revu. Moi, je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Honnêtement, c'est la deuxième fois que je la regarde. Mais vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que plus on la regarde, plus on voit les trucs. Plus s'amplifie. Ça paraît toujours plus pire. Après, il va vraiment, on voit, il voit, puis il lève le coude de bon. C'est inutile, ça ne sert à rien. Il n'est pas plus là. Pourquoi il lève le coude? Puis comme Julien est grand, donc il faut vraiment lever le coude pour aller chercher. On sait qu'en plus, c'est un joueur comme Julien qui a été souvent
fragilisé par les commotions. Un simple coup comme ça peut l'envoyer pour un mois sur le côté. Voire plus, par chance, apparemment, ça n'a pas l'air d'être grave, mais... Non, parce qu'il a bien fini le match. Voilà, mais je veux dire, c'est gratuit. Les paris gratuits. Un joueur qui a connu plus de difficultés après la mi-match, c'est Nathan Marchand, qui va quitter les siens sur blessure. On va revoir aussi cette situation-là en fin de deuxième période là, sur le lancer. Malheureusement, il n'est pas chanceux, là. Nathan Marchand, Freddy, reçoit le tir de son adversaire. C'est un autre visage qu'on voit aussi de Gauthieron depuis quelques temps quand même maintenant, où on a le sens du sacrifice. Il n'est pas chanceux, il est loin du défenseur pour se mettre dans cette position-là. Mais il paye le prix, quoi. Il paye le prix et c'est grâce aussi à ce genre de geste que l'équipe remporte des points. On a les statistiques des tirs bloqués. Je crois que ce soir, Fribourg en a fait une vingtaine. Donc, c'est aussi grâce à ça que Fribourg-Gauthieron fait des points. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de protection là du côté des côtes. En dessous du bras, c'est ça. Mais moi, je veux t'entendre là-dessus parce qu'on voit beaucoup de défenseurs descendre un genou sur la glace pour bloquer des shoots. Toi, tu le fais aussi. Mais quand c'est un tir de loin comme ça, lui, l'attaquant, il était devant le but. Plus c'est loin, plus c'est dangereux. Ouais, c'est clair. Après, parce que le puck peut monter. Ouais. C'est clair, après, on a tellement maintenant une image où on demande de bloquer des shoots, on veut que ça bloque des shoots, on voit dans les statistiques dans les matchs, il y a de plus en plus de block shots. Ouais. Et puis, c'est sûr, ça fait mal, mais par contre, ça, c'est un geste qui est apprécié de l'équipe. Et puis, je pense que tous les gars, ils sont allés dans le vestiaire après le match, puis lui demander comment ça allait, puis lui taper sur l'épaule. Parce que... J'espère qu'ils n'ont pas tapé trop fort. Ouais, mais c'était doucement. Surtout du côté droit. C'est un geste qui fait toujours plaisir, puis ça donne de l'émotion à l'équipe, parce que c'est des choses importantes, puis on en voit de plus en plus. Hein. Mais en dessous du bras, comme ça, où il n'y a pas de protection, tu reçois ça dans les côtes, tu peux casser une côte. Casser une côte fissurée, puis ça fait mal longtemps. Affaire à suivre pour Nathan Marchand. On espère que ça ne soit pas trop grave. Il y avait 2-0 à ce moment-là. Bien, Fribourg va clairement passer l'épaule définitivement dans cette rencontre en début de troisième période avec la réussite de Yannick Heeren. Il était passeur ces derniers matchs à la Beerbaume. Le voici buteur. On retrouve Yannick Heeren un peu plus concerné et constant dans ses performances. Ouais, je crois que depuis quelques matchs, là, ils ont reformé la ligne Schmidt, Di Domenico, Heeren. Ça fonctionne de nouveau un petit peu mieux. Ils ont eu un petit coup de mou après le bon début de saison qu'ils ont eu. Donc voilà, c'est un goal qu'il va être content de prendre. Et puis, il faut essayer de continuer là-dessus, puis de régulièrement comptabiliser des points. Mais aussi sur le power play, on l'a vu à Davos, ils ont bien travaillé. Donc je pense que ça va donner de la confiance. Et le 4-0, c'est deux histoires en une. C'est tout d'abord l'assist de Sprunger pour égaler le record de Bikoff et ensuite le but de Brodin qui n'a pas beaucoup joué cette saison, Freddy, qui marque le 4-0. Il a été préféré ce soir à Desharnais. Il a été préféré. On voit qu'il est solide devant la cage. Il met beaucoup de poids sur sa main droite pour que sa canne reste au sol. Il sait que Sprunger l'a vu et puis il ne va pas forcément shooter depuis l'angle où il est, Sprunger. C'est pour ça qu'il met beaucoup de poids sur sa canne pour une déviation. Et puis, ils ont bien joué le coup. Là. Et on y arrive à ce 5-0 final marqué sur le tir de Gunderson, la déviation de Julien Sprunger pour marquer son 652e point de sa carrière sous le maillot de Fribourg-Gauthieron. Il la touche avant Brodin et on le voit exulter là derrière Julien Sprunger. Enfin, voilà, il tournait autour là, depuis un moment, depuis quelques matchs. Il a eu un début de saison compliqué et il y arrive enfin à dépasser celui qui a quand même marqué sa jeunesse et qui a été son idole, Slava Bikoff. Ouais, c'est sûr. Je crois que ce soir, je suis vraiment content pour lui parce que ça fait maintenant 18 ans, 19 ans qu'il joue pour Fribourg. Et puis je pense que même s'il ne le dit pas, à quelque part, ça devait le travailler. Je pense que tout le monde lui en parlait de ce fameux 651e point à faire. Et puis voilà, il l'a fait ce soir. Et puis je pense que même si ce n'est pas un homme pour l'instant de statistiques, je pense que voilà, pour un clubiste comme lui, il n'a pas eu la chance d'avoir un titre jusqu'à maintenant en tout cas, mais voilà, il aura été clubiste jusqu'au bout, il aura le plus gros nombre de points dans sa carrière pour Fribourg. Et puis moi je suis vraiment content pour lui, je pense qu'il le mérite. Et puis je pense que ça, on voit son sourire, sa célébration. C'est un gros soulagement pour lui, à mon avis. C'est clair, c'est clair. On vous a préparé quelques petits chiffres pour voir un petit peu la différence entre ce que Bikoff avait fait dans un autre monde, dans un autre hockey sur glace, celui d'un autre temps, en 332 matchs, 651 points, et Julien Sprunger qui arrive en 850 matchs et quasiment 20 ans de carrière. Alain, vous l'avez côtoyé dans le vestiaire. Freddy, vous l'avez connu aussi, Julien Sprunger, vous l'avez vu grandir et tout ça. C'est quand même une belle marque, on va dire, à tête quand même. Ça touche, ça fait plaisir parce que des clubistes aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup dans le monde du hockey moderne. Il n'y en a plus beaucoup, mais ça récompense un gars super sympa
qui a été très humble tout au long de sa carrière, qui a toujours travaillé, qui n'a pas été épargné par les différentes blessures. On l'a souvent montré du doigt parce que tout tournait autour de lui, il a subi des pressions. Quand Gauthieron n'allait pas, c'était essentiellement parce qu'il ne marquait pas de points. Il est toujours resté fidèle à lui-même, il est resté fidèle au club, il a toujours été un leader dans le vestiaire. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais aussi de paroles négatives tant à la télévision que dans les journaux. Et puis je trouve que c'est un bel hommage à lui rendre et je crois que Slava, il est très fier que ce soit lui qui l'ait déplacé. Dépassé, pardon. Je pense aussi, mais Stéphane, quand même, 652 points pour le même maillot. On se rend compte aussi de ce qu'on dit là, de ce qu'on affirme. C'est énorme. C'est énorme. Évidemment, c'est un clubiste. Les gens, c'est une belle histoire. Là, toujours resté fidèle au club. Bon, il n'a pas été maltraité non plus à Fribourg parce que lorsqu'il y a eu une certaine offre de Zurich il y a plusieurs années, on avait déroulé le tapis rouge pour le garder, etc. Donc, il avait pensé lui-même, il l'a dit, j'ai pensé une fois partir, mais quand même. Et il a été traité de très bonne façon, mais il a aussi rendu beaucoup au club parce qu'il a donné beaucoup. Sprunger, c'est l'image de Fribourg-Gotteron depuis des années. Il y a eu Bikoff, il y a le fils Bikoff, puis il y a Sprunger. Quand on pense à Fribourg, on pense à Bikoff et Sprunger. Avant même la cathédrale, je pense. Pardon? Avant même la cathédrale. Avant même la cathédrale, c'est une ville de hockey, c'est une région de hockey. Je pense que Julien, partout où il va dans le canton de Fribourg, c'est Julien, quoi. Tous les gamins, tous les gens. Et c'est pour ça que quand on dit des fois, quand j'entends certains dirigeants dire c'est juste des joueurs de hockey, c'est que des employés, ça me dérange. Parce que, nommez-moi des entreprises dans le canton de Fribourg qui vendent des maillots de leurs employés. Là. Il n'y en a pas beaucoup, puis je peux vous dire qu'ils en ont vendu des maillots Sprunger. Donc, Sprunger, c'est le porte-drapeau de cette équipe-là. Tu ne peux pas traiter ce gars-là comme un simple employé, parce que j'ai lu ça dans la presse il y a quelques mois. Ça m'a beaucoup dérangé. Ce gars-là, il fait vendre des billets, il remplit des patinoires, il fait construire... C'est des gars comme ça qu'on agrandit les patinoires puis que le hockey se vend. Et moi, je dis chapeau, puis je dis respect à ce genre de joueur parce qu'il mérite ce qui arrive, il mérite ce qu'il a gagné dans sa carrière. Tant mieux pour lui. Ah, puis quand ça va moins bien, c'est toujours lui qu'on envoyait au front des aussi. caméras et tout ça. Aussi. Puis ce qu'il faut relever, c'est qu'il a fait, en 850 matchs, il a fait 652 points, mais il faut quand même dire qu'il a été enterré au moins 2 ou 3 fois avant ça, parce que c'était la blessure qu'il a eu au championnat du monde, je crois, des commotions qu'il a eues, tout ça, on l'a souvent dit, il ne reviendra plus, il n'arrivera pas, il est à chaque fois revenu encore plus fort. Et puis voilà, maintenant je pense que l'aboutissement pour lui, ça serait peut-être d'arriver d'accrocher 1000 matchs. Je pense que ça serait la plus belle des histoires s'il arrive à ça en jouant peut-être encore 2 ou 3 années. Et puis c'est clair que pour lui, le plus beau serait de chercher le titre avec Fribourg. Mais voilà. Il y a des objectifs. Comme Freddy l'a dit, c'est un bon petit gars. Ah ouais, à la base, c'est un bon petit gars. C'est un bon gars. C'est le modèle, je pense. Messieurs, on va l'écouter, Julia Sprunger, parce que ça a quand même été l'homme de la soirée qui a aidé Fribourg-Gotteron sur la fin à entériner ce succès 5-0. Et le voici à l'interview. Julien Sprunger, voilà, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir parler d'autre chose. Vous avez battu le record de Slava Bikoff. Votre sentiment? Ouais, c'est vrai que c'est pas un soulagement, mais c'est une grosse fierté. On a une super saison, on est premier du classement ce soir. J'ai eu un début un peu difficile, donc voilà, ça fait du bien. C'est aussi une sorte de retour par rapport au travail que j'ai pu faire dans le passé. Et puis j'essaie de me battre encore chaque jour aujourd'hui. Donc voilà, dans des moments comme ça, je crois qu'il faut savoir apprécier. L'équipe me l'a bien rendu et puis ça fait plaisir. Je crois que j'ai encore ce feu sacré, j'ai encore cette envie de jouer. Et puis voilà, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Et puis je me réjouis de continuer. Bon match ce soir avec cette victoire 5-0 contre Langnau. C'est des matchs comme ça qu'il faut gagner pour Fribourg-Gotteron. Oui, on savait qu'on venait ici avec cette casquette de leader, d'équipe un peu en forme aussi du moment. Et on l'a montré, on a pris le jeu en main dès le début. Comme à Davos, on a réussi à marquer le 1-0, le 2-0, n'importe, qui fonctionne très très bien ces temps. Et puis voilà, on a réussi à se mettre à l'abri. Ensuite, on a bien maîtrisé le jeu. Le gardien Connor qui fait son deuxième match en Liga, qui fait son premier blanchissage. Donc une belle soirée. On perd un ou deux joueurs sur blessure. On voit Nathan qui se couche dans les shoots. C'est toujours difficile, mais voilà, c'est un gros travail d'équipe encore une fois. Merci Julien, félicitations. Merci. Et gagner 5-0, c'est bon à prendre aussi. Deuxième succès de suite contre Langnau en 2 matchs. Il y avait encore le succès contre Davos. Ça va nettement mieux pour Fribourg et on le verra après en fait back-check aussi au niveau du classement. Autre match encore à discuter, c'est bien contre Ambri Piotta à la Tissot Arena. C'était 2 équipes qui avaient grandement besoin de points et je crois qu'on peut assister sur cela parce que c'est des équipes qui avaient perdu le week-end dernier et qui ne sont pas si bien loties que ça au classement. Eh bien, avantage et balance qui penche aujourd'hui méchamment d'un côté. C'est l'équipe qui va ouvrir le score, qui va ensuite pouvoir dérouler 1-0, 2-0. D'abord Kessler qui ouvre le score et qui profite un petit peu là
une erreur, on l'a analysé dans la soirée de la défensive et d'un Tchatcho peut-être un petit peu permissif sur son poteau, Freddy. Oui, c'est vrai, on l'a évoqué durant la soirée, mais finalement, je crois qu'Ambry, ils sont restés du mauvais côté du Gothard, ils ont resté dans le quart. Et on ne les a pas vus de la soirée. Pourtant, encore une fois, Bienne a largement remporté l'enjeu. Pourtant, ils n'ont pas été vraiment transcendants, puisque selon les statistiques qu'on a eues, Ambry a quand même tiré plus de fois au but que Bienne. Il n'y a rien qui a fonctionné défensivement du côté d'Ambry. Il n'y a pas eu la réaction au début de deuxième période. On se dit à 2-0 après le premier tir, il y a encore possibilité de revenir au jeu, mais on n'a rien vu de positif à ressortir du côté léventin ce soir. Oui, parce qu'on va voir la suite des buts, celui de Pouliot, Ugly qui va aussi aller de sa réussite personnelle. C'est aussi bien pour sa confiance, mais c'est vrai que si rien n'a fonctionné à Ambry, j'ai l'impression, Alain, que le fait d'avoir ouvert le score et de ne pas avoir encaissé l'ouverture du score une fois pour les Biennois, leur a donné une confiance. Ils cherchaient peut-être un match référence. Là, ça n'a pas été incroyable. C'était notre match studio ce soir. Mais un score final de 7-1, c'est quand même bon pour la tête. Ah, effectivement, c'est bon à prendre. Je pense qu'en plus, il y a différents buteurs ce soir. Mais si on voit les goals, c'est quand même pas mal de buts chanceux. Il y a bien des soirs où ça ne fait pas rentrer sur des belles occasions. Puis ce soir, là, un simple shoot de la ligne bleue de Pouliot, ça passe à travers tout le monde et puis ça passe entre les jambes de Tchatcho. Donc, je pense pas que c'est un match référence en soi, mais c'est un match qui fait bon pour le moral en ce moment. Et puis, Bienne va se contenter de prendre ça comme ça. Ouais, j'aime bien ce que vous dites, de dire que c'était peut-être ce qui ne rentrait pas les autres soirs. C'est Stéphane qui est rentré beaucoup plus facilement ce soir. Exactement. Il y a tout qui réussit à regarder. C'est un beau jeu. Leur Fischer est aux fraises. Il joue son 2 contre 1 à genoux par terre. On ne sait pas ce qu'il fait. Regardez la feinte. Il rate sa feinte. Elle passe en légende. Tchatcho n'avait pas de chance. Tchatcho a une très bonne saison jusqu'à maintenant. Il relève le défi. Cons est absent. Et ce soir, c'était un match pour lui compliqué. Il n'a pas été faible, mais le puck a des yeux, le feinte raté. C'est un soir où ça ne fonctionnait pas. On a d'ailleurs changé de gardien. Oui, il l'a changé sur le 4-0, mais Osloon qui rentre derrière ne va pas pouvoir stopper l'hémorragie. Kunzle assiste Stratgeb et Fuchs sur le 5-0. Là. On jouait la 45e minute de jeu. Merci, au revoir. Vienne à gagner son match, quel que soit le résultat final. Finalement, Freddy, là, le troisième tiers, c'est un peu après en roue libre, quoi, parce qu'effectivement, c'est déjà compliqué de jouer sans les spectateurs. Vous êtes mené 5-6-1, et puis vous savez que vous avez encore 3h30 de bus derrière. C'est une longue soirée pour les joueurs d'Ambry. Ouais, ils avaient déjà fait un petit match contre Langnau l'autre soir, Alain, en perdant 3-1 à la Valachia. 7-1 aujourd'hui. Il manque quoi à Ambry, hormis peut-être Nettinen ce soir qui était absent. C'est important de le relever. Il est avec la sélection finlandaise. C'est quand même un manque. Il y a D'Agostini qui est toujours blessé, mais il y a un manque peut-être d'énergie positive dans ce groupe derrière. Bon, je ne pense pas que ce soir, qu'il soit là ou pas, ça ne va pas changer grand-chose à mon avis, parce que sur l'ensemble du match, mais ils n'ont pas un effectif énorme non plus, il faut dire. Leurs top joueurs, ils jouent beaucoup. Sur la saison, ça use aussi pas mal. Après, quand on disait que Fribourg, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner, Ambry, ils ont un peu plus de peine cette année à gagner les matchs. Par rapport à l'année passée, Ambry gagnait contre Langnau, gagnait contre Huddersfield. Ils ont fait des points faciles dans ces matchs-là, que cette année, ils ont plus de peine à faire. Et puis, après, ça reste une équipe pas facile à jouer. Mais ce soir, quand ça part mal, ça part mal. Ambry joue avec 2 étrangers aussi ce soir, en l'absence de Nettinen, D'Agostini blessé longtemps. Et puis, on rappelle quand même que Bienne joue avec 4 étrangers. Komarek, qui était venu à cause du fait que Lundström était à l'assurance. Lundström est de retour, n'est plus à l'assurance et Komarek est toujours là. Hein? Bon, quand même bizarre. Non, mais j'aime pas quand on nous prend pour des imbéciles. Voilà, il est là. Donc, c'était pas ça finalement, parce que Lundström est revenu, puis là, l'autre, il joue. Alors, qu'est-ce qu'on va nous sortir comme raison à Bienne pour dire qu'il y a 4 étrangers, puis on a un étranger de plus? Peut-être que Lindbom, l'argent de la Fédération finlandaise pour Lindbom qui est parti? Oh, ça payerait bien. Ça ferait pas mal pour quelques jours à la Channel One Cup d'aller toucher à des dédommagements qui permet d'engager un étranger. Ça fait beaucoup quand même. On verra la semaine prochaine si quand Lindbom reviendra, si on libère Komarek. Là, je le croirais. Stéphane, on va rester vers toi parce que l'action suivante, c'est tout d'abord le but de Flynn. Je crois qu'on va montrer. Et ensuite, le but de Flynn a déjà été montré. Donc la prochaine action, c'est bien la pénalité de match à l'encontre du défenseur d'Ambry que tant de clubs convoitent. Là, c'est pas joli ce qu'il fait sur Kunzle. Je peux vous déjà dire que la ligne directrice qu'on a cette année pour ses coups à la tête, il a sa canne à 2 mains. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est aïe, aïe, aïe. C'est pire que je pensais. Je ne l'avais pas vu cet angle-là. Ça, c'est 5 matchs. Tout ça pour ça, pour le petit coup de canne qu'il vient de recevoir là.
Alors, il y a la frustration du résultat, et puis... Regardez, à 2 mains, cross-check, bam! Wow! L'angle depuis le coin qu'on a vu avant, il est horrible. Je sais pas ce que vous pensez, les gars, mais c'est prémédité, cross-check à la tête, à 2 mains, 5 minutes par match, il n'y a aucune discussion possible. Je sais pas si c'est négociation de contrat qui perturbe Fora comme ça, mais... Enfin, Brunner a perdu ses nerfs, mais c'est quand même moins grave que ce que Fora a fait là, Alain. Ouais, parce que Brunner, il a raté le visage, c'était avec le gant. Là, c'est avec la canne, c'est en plein visage. C'est la deuxième ralenti. Ça, c'est déjà pas joli. Alors, regardez ça, le deuxième depuis le coin, là. Là, on n'est pas loin d'aller au civil, presque. Non, là, c'est une agression. Regardez. Bam! Bon, il le touche avec le gant. Avec le gant, avec le gant. Il a sa canne. Avec la ligne qu'on a cette année par rapport à ça, les gars, moi, je pense qu'on est dans le 3, 4, 5 matchs, là. Minimum. Je sais pas, 3 matchs. On a déjà vu... Ça me paraît pas, voilà, pas cher payé, mais... pas beaucoup. C'est prémédité, il sait ce qu'il fait, il est frustré peut-être de la tournure du match, Freddy. Il y a beaucoup de choses à retenir à son encontre. Ouais, mais ça n'excuse pas un geste pareil. La frustration, le coup de canne reçu, c'est le capitaine, il se doit d'être l'exemple. On a passé 5 minutes tout à l'heure à discuter du coup de coude que Julien Sprunger a reçu de la part de Gerber, et puis là, ou Berger, pardon. Et puis là, c'est une agression qui est incomparable. Là, il faut, pour ce genre d'action, on doit quand même à un moment donné donner des exemples et puis donner une punition exemplaire. C'est 5-6 matchs. Et puis là aussi, mettre toucher le porte-monnaie, et puis ça fera un peu réfléchir. Alors ouais, tu perds 6-1, 7-1. Est-ce que ça te donne le droit d'aller démonter la tête de quelqu'un et puis peut-être lui provoquer une blessure irréparable? Moi, je dis, la pire qu'on a vue cette année, c'est 3 matchs pour Schlumpf. Moi, je dis 4. Moi, j'essaie de prévoir la décision. Moi, je donnerais 5 ou 6. Parce que le défenseur d'Ambry qui était allé justement au visage... C'était Doty, je pense. C'était 2. C'était Doty, justement, c'était 2. C'est nettement moins violent que ça. Hein. Donc, entre 3 et 4. J'aurais préféré que là, ils prennent le joueur, qu'ils lâchent les gants, puis qu'ils se battent vraiment bagarre à la limite. Mais là, c'est vraiment c'est par derrière quasiment, c'est à la tête, c'est vicieux. Kunsley ne peut pas s'attendre à ça. Peut-être qu'il est fâché, qu'il vient discuter. Voilà, se bagarrer un peu, comme ça qu'on l'a vu Boson avant, comme ça. Mais là, moi, j'irai à 5-6 matchs. Le pire geste qu'on a vu cette année. Ouais. Affaire à suivre parce que Fora ne va pas passer en dehors des radars suite à ce mauvais geste. Allez, suite du match parce que les buts vont continuer de tomber à la Tissot Arena. Les supporters biennois confinés chez eux à regarder cette rencontre ont dû avoir du plaisir ce soir pour voir le 6-1 de Offert. On est allé le voir à la vidéo. Freddy, il y a eu un sauvetage de Fischer d'abord sur la ligne. Ensuite, le puck, on va peut-être le voir avec le ralenti, il va quand même bien finir par franchir les 2 lignes du but. Oui, mais avant ça, il y a eu un bel échange, de bons lancers, une feinte de tir, passe au deuxième poteau. Et puis, même si ce n'est pas le plus beau but qu'Offert aura marqué cette année, il a encore marqué Offert. Donc, on en parlait aussi entre le premier et le deuxième tiers. Lui, avec Moser, sont un peu les fers de lance de ce début de saison du côté de Bienne. Donc, ils continuent sur leur lancée. Tant mieux pour le club, ça fait des buteurs supplémentaires. Le 7-1 derrière pour sceller le score de ce match, la fessée, là, le coup de tonnerre qui tombe quand même sur une équipe de Ambry là, qui perd pas mal et qui perd avec beaucoup de buts encaissés. C'est Ugly Alain qui va de son doublé. Là aussi, c'est un joueur sur lequel on attend beaucoup, qui a été beaucoup blessé, Michael Ugly. La saison dernière, il peinait en ce début de saison. Doublé pour lui dans ce genre de match. C'est bien. C'est typiquement le genre de match où ces joueurs-là peuvent un peu se remettre en confiance parce que sur la fin, c'est un peu porte ouverte derrière et puis tout rentre. Donc c'est clair que pour ces joueurs-là, c'est bénéfique. Ils seront demain, ils seront tout contents à l'entraînement, ils auront fait leur doublé, ils se redonnent de la confiance. Et puis je pense que c'est bon pour bien. Ils ont vraiment besoin de ça, surtout que, comme on parlait là juste avant, Rayala fait peu de points. Pas de points, un point ce soir, Rayala. Puis il connaît une petite saison, Rayala, en dessous des attentes, 3 buts seulement. C'est ça, Komarek, on ne l'a pas vu de la soirée quasiment. Non. Ulström non plus, donc ça me revient de commotion, il faut vraiment le pardonner. Mais Offert, c'est son 8e. Mais Offert, en plus, on disait que c'était pas c'était le transfert le moins important entre guillemets de Bienne dans cette saison. Ouais. Et puis c'est le joueur qui répond peut-être le plus aux attentes. Il avait été blessé à Ambry la saison dernière, donc il a marqué une dizaine de buts quand même. Moins brillant, mais lui, c'est un Autrichien à la licence suisse. Il va devenir étranger dans le nouveau système, messieurs. Il aura sa place encore, grande question. Mais on l'a pas eu bon marché non plus, ça je peux vous le dire. On a payé le prix pour aller le chercher, son contrat. Mais il fait le job. Il marque des buts, il a son 8 buts. C'est un buteur. Il joue sur le power play, il joue bien. Puis Moser est encore meilleur marqueur de cette équipe-là. Je ne peux rien lui enlever.
Mais c'est le signe qu'une équipe qui est en panne. Là. Ah, c'est vrai, Ramayo qui devrait plutôt être sur Radgeb si on parle des défenseurs. Hein, mais... Ouais. Donc, mais le but qui marque c'est un notre beau ami Moser. C'est un beau goal. Jolie réussite. Allez, une réaction à l'issue de cette rencontre. C'est un joueur faiseur de jeu, c'est Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, victoire 7-1 ce soir face à Ambry. Ça fait du bien au moral, je pense. Autant la victoire que le nombre de buts marqués. Oui, effectivement, ça a été un premier tiers très serré. Puis par la suite, on a pris le tempo. Puis on est allé chercher une grosse victoire, peut-être nos meilleurs matchs jusqu'à date. Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que c'est le match le plus abouti de cette saison du HC Bienne? Ouais, vite comme ça, je pense que oui. C'est sûr qu'à la fin, on a un power play de 5 minutes. Donc le score ne représente peut-être pas le match. Ça a été quand même serré au début. Par la suite, il était un peu hors de portée pour Ambry. Le retour de David Ulström, ça a changé quelque chose à l'équipe? Oui, absolument. C'est un joueur très talentueux. Quand il n'est pas dans le line-up, ça fait mal au club. Puis c'est certain que ça fait un petit bout qu'il n'a pas joué. Donc son cardio n'était peut-être pas à 100%, mais on est content de l'avoir. Merci beaucoup Marc-Antoine et encore bravo. Merci beaucoup. Oui, merci à Marc-Antoine Pouliot. Toujours un petit mot sympa aussi pour le coéquipier qui revient au jeu. La dernière rencontre, ce devait être un spectacle sur la glace, un match entre Zug et Lausanne, les deux formations qui dominent ce début de championnat au nombre de points par match. Eh bien, ça a été à la Bossard Arena, un match qui a été tout d'abord animé, riche en buts et en histoire, et qui s'est un petit peu terminé plus difficilement. En tout cas, c'est Zug qui a bien fait les choses, puisque c'est Stéphane Calvin Turkauf qui va ouvrir le score. Profite de ce travail de récupération de Kovar pour aller marquer le 1-0. Kovar, c'est un fabricant de jeu. Belle passe de Kovar qui récupère la rondelle. Regardez ici, récupère la rondelle, subtilise le puck au défenseur. Je pense que c'était Berchi, je crois, qui était là, qui avait été récupérer la rondelle. Belle passe ici. Le danger vient de plus derrière. Gennady n'a pas trop regardé derrière lui. Calvin Turkauf n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à maintenant. Lui, il va retourner. C'est un joueur qui va repartir, qui appartient au Columbus de Blue Jacket, mais qui joue essentiellement en AHL. Là. Attention, on commence les événements, messieurs. Égalisation de Lausanne. En power play, Josh Joris profite du bon travail de Hudon et de l'impossibilité à Giannoni de faire l'arrêt pour marquer ce but. Ça faisait plus de 7 matchs, Freddy, que Lausanne n'avait plus marqué en power play. Ouais. Wow. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont? Du talent offensif. Ils ont assez de joueurs capables de manier la rondelle et puis de se faire 2 passes d'affilée du côté de Lausanne. Et c'est peut-être à double tranchant, justement, parce qu'ils sont plusieurs à vouloir jouer ce rôle de powerplay et se tirent un peu dans les pattes, peut-être. Powerplay encore, derrière. Et autre sensation, c'est Lino Marchini. Il marque son premier but. Son premier but de la saison. Premier assist au dernier match, premier but maintenant. Ah ben, le petit Marchini, Alain, il a enfin lancé sa saison après ses soucis de santé. Ouais, c'est ça. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Et là, il a fallu traverser une longue période du désert. Et puis là, il marque un assist le dernier match, un goal ce soir. Alors si lui commence à se mettre à marquer de nouveau régulièrement, ça va commencer à faire mal parce que Zug, ils sont quand même plus ou moins bâtis offensivement pour marquer des buts. C'est un gars qui a marqué 22 buts il y a 2 ans, 10 buts seulement l'année passée. Il a connu une saison compliquée, on n'en parle pas beaucoup. Et cette année, son premier but de la saison, je pense que c'est son 12e match. Et si mes chiffres sont bons, Stéphane, ça faisait même depuis le 10 janvier qu'il n'avait plus marqué. Donc ça fait presque une année, 11 mois qu'il n'avait plus marqué. Un joueur comme lui, ça doit marquer. On le voit, son tir là, il est pur, c'est ce qu'il nous a habitués à faire. Il ne l'a plus fait depuis très longtemps. Là. Ouais, ça va le soulager parce que je pense que ça devait y jouer en dessous du casque, évidemment. Bon, évidemment, quand on regarde les dates avec les quarantaines puis la saison qui a fini au mois de mars, ça paraît toujours pire. C'est comme les suspensions de 6 mois à l'époque, là, à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Mais oui, c'est vrai que ça fait longtemps que le gars n'a pas marqué. Puis quand tu es pro, là, mais tu es un marqueur. Mais lui, c'est il marquait beaucoup de goals avant sur le power play tout le temps, sur one-timer. Ouais. Et depuis qu'on a engagé Hoffman, c'est Hoffman qui a le one-timer à l'opposé et plus Marchini. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il y a une relation de cause à effet. Depuis que Hoffman est à Zug, la production de Marchini a baissé parce qu'il a baissé d'un rang dans la hiérarchie. Puis il n'a plus tous ses pucks parce qu'en powerplay, il y a toujours un joueur autour duquel tourne le powerplay. Hein? C'est soit c'est le passeur, soit c'est le sniper. Mais la première saison, il se trouvait encore assez facilement, même entre Hoffman et Marchini d'un côté et de l'autre. Ouais. Ça a un petit peu baissé après. Ça, là, c'est beaucoup la liaison maintenant Kovar, Hoffman, on cherche le shoot là. Et puis Marchini un peu moins. Puis du coup,
En plus, un buteur, on sait que quand il est dans lancé, ça rentre tous les soirs. Et puis, c'est un peu compliqué. Il faut que lui souhaiter de belles choses. Lino Marchini, ça s'est fait aux dépens du Lausanne Hockey Club. Ça, c'était les belles histoires du début de match. Ensuite, ça s'est compliqué. Il y a eu beaucoup de pénalités. Il y a eu des 5 contre 3, même pour Lausanne, qui n'en a pas profité. Encore situation en jeu de puissance. Et finalement, c'est Zug. Encore en jeu de puissance. Tiens, Freddy Senteller qui marque Torel, qui va aussi de son assist. On en avait parlé en début de match. Torel Klingberg, ça fonctionnait pas très bien. Ben, finalement, tout le monde profite aussi de cette soirée pour soigner ces petits mots internes. Oui, quand même aussi pas mal d'erreurs défensives. Là, on voit ici qu'il y a peu d'appui, de soutien autour de Stéphane pour essayer de contrer l'adversaire. Et puis Zug, c'est vrai que si on laisse un peu trop d'espace à ces joueurs-là, ben, ça ne pardonne pas. 4-1 derrière, 40e minute de jeu, Dario Simeone. Lausanne baisse pavillon, Alain. Perd le match, on va dire, dans la deuxième partie de cette période intermédiaire. Il y avait eu aussi une histoire d'un but annulé qu'on va revoir après, mais jusque-là, à 4-1, finalement, ça ne tient pas à grand-chose, mais Zug a peut-être fait les choses un petit peu mieux. Ouais, bah, c'est clair, quand on a lu le but qui, pour moi, devait peut-être être valable pour Lausanne, à place d'être 3-2, on se retrouve 4-1, c'est sûr que le match il est joué. Et puis je pense que sur ce goal-là, Tobias Stéphane va s'en vouloir parce qu'à mon avis, ça c'est un peu qu'il doit arrêter. Je crois on peut l'analyser, le décortiquer avec Stéphane, ce but qui a été refusé au LHC ce soir, hein, un contact entre un joueur, en l'occurrence je crois Joris devant Giannoni. Stéphane, à toi la parole. Hein. Alors, ce but-là a été refusé, mais je ne vois aucune raison pour laquelle il est refusé. C'est un contact initié par Giannoni à l'extérieur du demi-cercle. Regardez, Giannoni qui pousse avec son pied gauche sur le poteau. Il va contre Joris. On sait que Giannoni a cette tendance-là à essayer de se faire de l'espace. Regardez, Joris est à l'extérieur du demi-cercle. Clairement, les deux patins à l'extérieur du demi-cercle, peut-être une partie du corps à l'intérieur. Et c'est Giannoni qui va contre. Donc, pour moi, c'est un contact qui survient à l'extérieur du demi-cercle, qui est initié par le gardien. Donc, clairement, il n'y a aucune... Je ne comprends pas qu'on puisse même penser, hésiter une seule seconde à accorder cette réussite. Finalement, voilà, ça a été ça on avait marqué le 4-2, ça aurait peut-être... C'était le 4-2, mais c'est vrai qu'il restait 20 changé. minutes. Il restait 20 minutes à faire, à 4-2. Avec... Et sur le fond, écoutez, regardez, Joris, c'est Giannoni qui va le chercher. En plus, Giannoni, il pousse à l'opposé d'où le puck il va. Exactement. Le puck, il sort à droite, il sait qu'il est battu. Il sait qu'il est battu, il va contre Joris, regardez. Pousse avec son pied gauche sur le poteau. Il n'a aucune raison de faire ce push en avant, finalement. Il devrait pousser sur sa droite, puis il pousse en avant, lui. Moi, je peux vous dire que j'ai analysé beaucoup de Giannoni, je l'ai eu dans ma carrière, puis c'est le genre de gardien qui va contre les joueurs, qui se déplace, puis qui se plaint qui en rajoute un peu, qui exagère toujours le mouvement quand il est avec des joueurs près de lui, puis qui réagit beaucoup avec les arbitres. C'est un gars qui tchatche beaucoup avec les arbitres, souvent très frustré, un peu comme René Rueger à l'époque. C'est des gars qui étaient... Buren faisait la même chose à Berne aussi. Et il est dur pour s'arbitrer, puis souvent, il va contre lui. Là, maintenant, que le replay, celui du haut, pour moi, je vais aller aux sources, je le saurai sûrement dans les prochains jours, là, on va me dire pourquoi, mais c'est inconcevable pour moi. En tout cas, ce but, il a eu pour effet de couper l'élan du Lausanne Hockey Club, qui après a eu quelques gestes de frustration, mais qui ne s'est plus vraiment créé d'occasion dangereuse. On ne peut pas dire qu'on... Demain, les deux équipes se retrouvent. On n'est pas en train de dire que Lausanne a perdu à cause de ça. On est non, ça a coupé l'élan quand même. Pas que les gens pensent que ce n'est pas une excuse, simplement c'est incompréhensible. Ça va donner un peu de tension pour la fin de match, parce qu'après 4-1, c'était... Voilà. Revanche demain, Alain, à la Vaudoise Arena, le même match, Lausanne-Zug. On a préparé la table, comme on disait avant, pour avoir peut-être un match différent sur lequel Lausanne voudrait réagir. Ouais, je pense que Lausanne a été frustré par ce but annulé, le résultat, et puis après, il y a des gestes d'humeur, puis on a voulu montrer un peu qu'on était là, puis montrer que demain sera notre match qui allait se passer à la Vaudoise Arena. 42-27 les tirs au but en faveur de Lausanne. Mais ça, c'est ce qu'on disait, ça rattrape un peu, hein, comme tu parles de la loi de la moyenne, ils ont... À l'inverse, Fribourg avait shooté plus à Lausanne, ils avaient perdu 6-1. Ce soir, c'est eux qui shootent beaucoup plus puis qui perdent 4-1. Ça finit par s'équilibrer. Et voilà, une réaction quand même à l'issue de ce match pour expliquer la défaite à la Bossard Arena du LHC. C'est le défenseur Aurélien Marty. Aurélien Marty, on n'était plus habitué à voir Lausanne encaisser 4 buts. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Je pense qu'il faut respecter déjà Zug. On sait qu'ils ont une grosse équipe. On savait qu'en venant ici, ça allait être un match dur. On a pris 4 goals, on a pris beaucoup de pénalités.
le point peut-être positif ce soir, c'est qu'on a réussi à marquer sur notre powerplay. Donc voilà, maintenant il faut oublier ce match. Demain on a un autre à la maison et puis c'est à nous de répondre que ce soir c'était juste une erreur. L'adversaire marque 3 buts en supériorité numérique. Ils ont semblé particulièrement à l'aise. Leur jeu de puissance, c'était vraiment un problème pour vous ce soir? Ils ont des joueurs qui sont faits pour le jeu de puissance. Je veux dire, à nous de rectifier ça demain. Je pense que on a vu à 55, c'était équilibré. Comme tu dis, on a pris 3 goals en box-play, donc on n'en a pris que 1 à 55. Mais voilà, on est là. Toby, il a fait aussi des gros saves. Léo, il a super bien joué. Donc maintenant, c'est vraiment à nous de répondre demain et puis de reprendre cette première place. En 24 heures, on peut s'ajuster par rapport à ce qui n'a pas fonctionné? Oui, bien sûr. On sait que même ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un back-to-back, mais c'est pour les deux équipes la même chose. Et puis demain, on va avoir une petite glace, on va faire une séance vidéo pour voir ce qui n'a pas été ce soir. Et puis à nous d'être prêts à 19h45. Merci bien. De rien. On a passé en revue les 4 matchs de la soirée. Vous savez ce qui vous attend maintenant, c'est de désigner les 3 étoiles de la soirée. On va commencer par un joueur de Zoug qui a retrouvé le plaisir de marquer un but. Et rien que pour ça, il a l'honneur d'être la 3e étoile de ce match. Freddy Bobillier, c'est Lino Marchini qui attendait ça depuis 11 mois. Oui, comme on l'a dit, depuis le mois de janvier, il n'avait plus marqué. Puis c'est un joueur qui est quand même bien aimé des deux côtés de la Sarine. Lino Marchini, petit par la taille, grand par le cœur. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Il te manque, Mathieu de Chantry. Mais Lino Marchini, effectivement, qui a traversé le désert depuis 11 mois puis qui retrouve le chemin des filets. C'est une petite étoile d'encouragement. La 2e étoile, c'était pour son 2e match avec Fribourg-Gotteron. Il a blanchi, il a tenu la baraque à l'Île-Fils. Victoire 5-0. C'est Conorius à la Birome. Ouais, je pense que c'est une étoile méritée. Il a eu un match pas facile contre Rapperswil dans le début de saison. Il a fait des bons matchs avec la Coupe Suisse. Et puis je pense que ce soir, il a montré c'est un gardien qui était fait aussi quand même pour jouer dans la National League. Et puis il mérite cette étoile. La première étoile, ça se jouait entre Sprunger et lui. Sprunger, on en a parlé avant, on lui a rendu un bel hommage et on a félicité pour son record. Denis Solenstein, Stéphane, c'est quand même tout un match qu'il nous a inventé ce soir pour la victoire des siens à la sortie de la quarantaine face à Davos. Écoutez, dans une ligue où on a de la peine à faire, on gagne des championnats des marqueurs avec 1 point par match à peine. Lui, il fait 5 points ce soir. C'est son 2e match, un match de 4 buts au début de l'année. Là, il y a un match de 5 points. Il connaît une saison extraordinaire. Tout lui réussissait, mais il est quand même une fine gâchette en attaque, en l'absence de certains joueurs, Garrett Rowe notamment. Il a répondu à l'appel. Et les premiers marqueurs de la Ligue, il passe devant Linus Omark. 21 points pour lui cette année, 13 buts, 8 assists pour Dennis Orlenstein, qui, s'il continue, pourrait connaître sa meilleure saison en carrière. C'est sûr. Voilà pour les 3 étoiles. On a encore un sujet de discussion parce que depuis dimanche, il y a un article paru dans un média alémanique. Ça fait beaucoup discuter. On parle de salaire de joueurs. On a pointé du doigt le salaire moyen en National League. On articule un chiffre de 215 000 francs pour les 540 et quelques personnes qui gravitent en National League. Et du coup, on a aussi prévu un petit comparatif avec ce qu'il se fait, Stéphane, au niveau des ligues européennes. Et on va aussi avoir une discussion là derrière pour expliquer aussi ce chiffre de 215 000 francs. Ce sont des salaires nets après impôt, estimés par le 2112 Hockey Agency qui est assez pointu là-dessus. Regardez, en KHL, on parle de salaire net après impôt entre 100 000 et 1 200 000 en dollars américains, parce que le rouble n'a pas beaucoup de valeur, on s'entend, les joueurs sont payés en dollars américains. Du côté de la SHL en Suède, c'est 80 à 250 000 euros net. En DL, c'est en Allemagne, 40 000 à 200 000. Ça, c'est vraiment 200 000, c'est vraiment les top joueurs. Au niveau de la Liga finlandaise, c'est largement moins payant, 30 000 à 125 000. Donc, c'est une ligue où les revenus sont nettement moins élevés qu'ailleurs. Le niveau de vie en Finlande aussi. Et chez nous, on parle de 100 à 450 000 francs suisses net. Ça, c'est le range qu'on peut dire des moins gros salaires jusqu'au plus gros salaire ici en Suisse. Donc, ça vous donne une idée, tout ça après impôt. On parle de salaire net, hors avantage, voiture, appartement, etc., etc., etc. Stéphane, je reste avec toi parce que cette moyenne finalement qui ressort de 215 000 francs, elle ne concerne pas que les joueurs, on est d'accord? C'est ça. Donc, quand vous voyez ça, vous vous dites « Ah, 215 000, ça va ». Mais écoutez, ça, ce n'est pas le salaire des joueurs. On a calculé le salaire de tous les employés des clubs, les gens du bureau, les gens du marketing, le physio, le chef matériel.
Si vous calculez les 524, ça fait à peu près 40-45 employés par équipe. Alors, donc si on veut, la majorité des employés de bureau, on peut dire qu'ils sont payés moins de 100 000 francs. Certains largement en dessous de 100 000 francs, on parle des gens du bureau. Donc, ça fait une balance qui fait que 215 000 brut n'est pas le salaire moyen des joueurs, loin de là, parce que la moyenne est péjorée. On peut compter qu'il y a 30 personnes qui sont reliées au hockey, entre 25 et 28 joueurs sous contrat, 2-3 coachs, un coach de gardien, peut-être 30 en moyenne personnes qui sont reliées au hockey. On sait que les assistants coachs, les coachs de gardien, les gars de vidéo ou les deuxièmes assistants ne sont pas payés des masses. Donc, il reste quand même dans notre ligue des salaires relativement élevés de joueurs, on le sait. Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit, ces salaires-là sont mérités pour moi, ils ne sont pas trop payés, c'est l'offre et la demande. Mais je pense que, sans trop me tromper, on peut estimer que le salaire moyen des joueurs est légèrement au-dessus de 300 000 francs bruts par année. Ça serait un petit peu une estimation sur laquelle on a, mais voilà, à la Birmoume, il fait quand même mieux de jouer en Suisse que par exemple en DEL allemande ou en Ligue Magnus, où vous avez aussi pu aller goûter quelques matchs. La Suisse, c'est quand même plus attractif à ce niveau-là. Oui, c'est sûr, mais je crois que ce n'est pas une grande surprise. Je pense qu'on le savait quand même que le championnat suisse, après la KHL, était le championnat qui payait le plus. Peut-être qu'on ne s'en doutait peut-être pas que le salaire moyen était aussi élevé. C'est vrai que ces dernières années, avec les droits TV qui ont augmenté, les nouvelles patinoires, plus de sponsoring, les salaires ont pris l'ascenseur aussi. Puis on se rend compte que maintenant, il y a des joueurs qui, pour un temps de jeu quand même infime, touchent de gros montants. Et puis je pense que c'est ça qui fait mal au club. Freddy, quand on compare à votre époque, ça a quand même changé de dimension quand même. Ça donne envie de perdre 20 ans et puis de pouvoir jouer au hockey maintenant. C'est gentil pour les 20 ans, mais ce serait plutôt 30 ans, déjà ça. Et puis, ouais, alors, après, c'est toujours dangereux de comparer les époques comme ça, parce que aujourd'hui, ils ont 50 matchs de championnat, plus les playoffs, plus la coupe, plus les contraintes de ci, les contraintes de ça. Quand je jouais, bon, la télé était en couleur déjà, c'est déjà pas mal. Mais à la fin. On faisait 36 matchs de championnat. Les playoffs, c'était au meilleur des 3 matchs. Donc, ce n'est pas comparable. Il n'y avait pas aussi tout ce qui était le catering, tout ce qui était nourriture autour des stades. Il y avait moins d'aspect business. Il y a même, quand moi j'ai joué en Liga avec des gars qui bossaient ou qui faisaient leurs études à côté, et puis c'était monnaie courante. Mais je crois que chaque décennie a connu une évolution, bonne ou mauvaise. C'est pas ça qu'on doit dire, mais effectivement, juste pour terminer, après je vous rends la parole volontiers, David, mais je termine juste. Moi j'ai une chance extraordinaire quand même d'avoir pu vivre de ma passion et j'ai aucun regret. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? C'est une belle conclusion. Bonne soirée, merci. Si on continue de parler de cet article finalement qui parle de salaire moyen, c'est aussi parce que ça recoupe avec ce qui va arriver des 10 étrangers, de faire baisser cette masse salariale et tout ça, parce qu'on a peut-être le plafond salarial aussi qui est dans le pipeline, là, qui peut arriver derrière. Tout ça, c'est des discussions là derrière finalement. Ça gravite, ça recoupe plusieurs sujets. C'est pour ça qu'on parle de ça, parce que le coronavirus a fait éclabousser tout ça, la maîtrise des salaires, plafond salarial, des aides gouvernementales. Donc, ce 215 000, l'article de la NZZ, c'est ce qui a été envoyé, c'est ce que les clubs ont dû envoyer leur salaire comme ils ont touché des subventions. Et la moyenne qui est ressortie pour les 524 salariés des clubs, c'est 215 000. Alors, ce n'est pas le salaire médian, c'est une moyenne. Donc, quand vous avez des joueurs qui gagnent 6, 7 ou 800 000, les meilleurs, bien forcément, ça fait augmenter la moyenne. C'est comme en NHL. On parle d'une moyenne à 4-5 millions, 3-4-5 millions, mais il y a un paquet de gars à 750 000 aussi, qui sont au salaire minimum de NHL. Mais il y a des gars de 15 millions qui font augmenter la moyenne. Donc, c'est la même chose. Donc, oui, on en parle parce que, de toute façon, les clubs, s'ils veulent mettre un plafond salarial, ils devront ouvrir les livres et montrer patte blanche. Et si vous calculez 43 personnes à peu près par club salarié, fois la moyenne, vous arrivez à une masse salariale de 9,4 millions en moyenne. Ça, c'est des calculs grossiers avec les chiffres qu'on a. Ça tourne autour de ça, mais n'oubliez pas aussi que plusieurs équipes ont des joueurs hors budget. On l'avoue maintenant parce qu'on l'annonce maintenant, parce qu'on veut montrer patte blanche. À Langnau, on l'a dit, il est payé par un sponsor. On sait qu'en Swiss League, ça arrive aussi. En National League, ça arrive aussi. Donc, si vous prenez 29,4 millions, mais c'est un ou deux gros salariés hors budget par équipe payés par un sponsor, appelez-le comme vous voulez, ça revient au même. Vous arrivez en 10, 11 millions. Si on ouvre les comptes, ça sera plus possible.
ça sera plus possible si on ouvre les comptes. On devra tout mettre sur papier, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que tout le monde va rester à jouer le jeu? Ça va être difficile à appliquer parce qu'on a toujours fait notre soupe, chacun a fait sa soupe de son côté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, on monte pas de blanche, on met tout sur papier, on verra bien, c'est à espérer. Et je pense que si on parle d'un plafond salarial à 10, 11 millions, 12 millions, on est à peu près dedans parce que 10 millions, c'est la moyenne. Les plus petits clubs sont à 7, 8 millions. Les plus gros sont à 13, 14 millions probablement. Donc, si on parle d'un plafond salarial entre 10 et 12, ce serait peut-être raisonnable. Si c'est applicable, gentleman agreement, les étrangers, il y a beaucoup de choses là. Stéphane, j'ai aussi envie d'entendre Alain. Finalement, est-ce qu'on est monté trop haut peut-être dans le fait de payer certains joueurs en Suisse? Malheureusement, c'est sûr qu'on est monté haut. Et puis maintenant, les clubs veulent revenir en arrière. Puis pour revenir en arrière, on va mettre des étrangers en plus. Donc je trouve ça un peu malheureux parce qu'au final, je pense qu'il y a moyen de faire autrement qu'en mettant des étrangers. Peut-être en mettant un ou deux de plus, OK, mais là, 10, c'est quand même énorme. C'est 2 premières lignes, ça a des étrangers. 2 powerplay, c'est des étrangers. Même la formation, comment on va vendre des projets à des jeunes joueurs, dire tu vas pouvoir faire carrière dans le hockey, quand on va te dire mais attends, il y a 10 étrangers, ma place, elle est où quoi? Je vais faire carrière, mais je dois bosser à côté. C'est plus un métier à part entière. Puis je pense que c'est vrai qu'effectivement, des salaires peut-être à 300, 350 000 francs pour un joueur qui a un rôle mineur dans une équipe, c'est trop cher payé. Et puis les bons joueurs méritent leur salaire, c'est eux qui font le spectacle, qui font venir du monde, mais c'est vrai que les joueurs de rôle, de 3-4e ligne, ça va être payé moins cher. Après, c'est compliqué tout ça parce qu'on disait aussi que les agents devaient être payés par les joueurs, mais on entend maintenant que les clubs commencent à les repayer malgré le soi-disant agreement qu'il y a. C'est ça. Ça, c'est des magouilles internes. On s'est dit, les joueurs comme un NHL, les joueurs sont payés, payent 5 ou 4, 5, 6 à leur agent. Maintenant, les clubs, ça leur arrange de payer eux-mêmes parce qu'ils disent on fait 2 ou 3 petits trucs avec les agents. Ben oui, parce que si tu payes plus les agents en dessous de la table, tu dis, ben moi, je veux ce joueur-là, il y a offre égale, tu payes un peu plus l'agent. Puis c'est réglé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire quand on aura le plafond salarial? On va dire, mais il y a un sponsor qui est d'accord de nous payer le joueur, du coup, c'est pas dans notre budget, ça rentre plus. Messieurs, vous savez quoi? On a ouvert la discussion ce soir. C'était intéressant. Je vous ai bien entendu. Je crois qu'on va pouvoir en reparler encore, parce que là, c'est le salaire moyen. On n'a pas encore voté sur les 10 étrangers. On n'a pas encore abordé plein d'autres thèmes, parce que je crois que ce Covid fait aussi beaucoup réfléchir les dirigeants. Il y a beaucoup de projets qui arrivent et tout ça. Bref, allez, nous, ce qu'on va récapituler, c'est bien les scores et le classement de cette National League pour clore ce back-check ce soir. Le large succès de Bienne à Ambry, contre Ambry 7-1. Zurich qui n'a pas fait dans la dentelle face à Davos non plus. Zug dans le choc au sommet qui est sorti vainqueur face au Lausanne Hockey Club et Fribourg 5-0. Du coup, Fribourg est leader, Zurich qui n'arrête pas de gagner monte 2e, Lausanne descend 4e, Genève qui n'a pas joué à la 5e place et le HC Bienne qui passe 8e. Il y avait aussi un match en Swiss League ce soir, Ticino Rockets Getsek Alliance 0-5. Ça c'est pour vraiment être complet dans tout ce qu'il s'est fait ce soir dans l'élite du hockey suisse. Merci beaucoup Freddy Bobillier. Avec plaisir. Merci à la Beerbaum. De rien. Merci Stéphane. Merci à la régie, à toute l'équipe technique pour la bonne tenue de cette émission. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. À demain pour d'autres matchs.